Bonjour, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette troisième édition des Assises du logement. Nous sommes en live pour cette nouvelle table ronde consacrée au confort thermique, sécurité électrique, très haut débit, les essentiels d'un logement revus à l'aune des nouveaux usages. Je suis ravie d'accueillir pour ce sujet Florence Delettre, directrice générale de Promotelec, Anne-Sophie Périssin-Faber, déléguée générale chez Ignies, et Éric Baudry, directeur marketing et développement du groupe Muller. Bienvenue à vous tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ces assises. Et maintenant, je cède la parole à Florence pour le début de cette conférence. Bonjour à toutes et bonjour à toutes. On le sait depuis maintenant beaucoup d'années, les préoccupations environnementales s'accroissent. On a une stratégie nationale bas carbone qui est en cours, on a bientôt une RE 2020. Et dans ce contexte, bien évidemment, le logement est un enjeu majeur. Il est au cœur des transitions, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient numériques, qu'elles soient démographiques aussi. De nouveaux usages se développent, chacun ayant une finalité pour améliorer notre quotidien, notre confort dans l'habitat. Pourtant, il existe un élément qui est mentionné, certes, mais dans une moindre mesure, et qui est le socle de toute innovation, le socle de toute, je dirais, montée en puissance de ces nouveaux usages et de leur parfait fonctionnement. Je parle de la sécurité électrique. Donc la sécurité électrique, c'est... Vous voyez, on n'en parle pas, mais elle est au cœur d'un logement. Elle est ce qui permet de potentialiser tous les usages que l'on développera. Il faut savoir que 39 sur à peu près 37 millions de logements en France, on a plus des 2/3 depuis de plus de 15 ans qui présentent une anomalie électrique et qui donc potentiellement donnent lieu à des accidents, à des incendies. On a en France encore maintenant, alors j'ai des chiffres un petit peu anciens qui datent de 2018, mais où on a plus de 3000 personnes qui sont victimes en France d'une électricisation. Donc on a ce concept de sécurité électrique qu'il faut vraiment bien évidemment prendre en considération. L'état du parc est présente sur des 6 points de sécurité sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Sur ces 6 points de sécurité, il y a des logements qui, pour 80%, présentent une mise à la terre défectueuse, qui n'ont pas d'appareil de coupure générale, pour à peu près 60%, pour 50% qui ont du matériel vétuste. Vous comprenez bien que, à la fois pour la sécurité, je dirais, de chacun, de chacune, mais également pour ce que Éric plus tard et Anne-Sophie auront l'occasion d'évoquer, vous verrez qu'il y a cette capacité, cette nécessité de revoir sa sécurité électrique et de regarder, de tester. Et puis, on a aussi une législation qui permet cela, une législation qui a débuté il y a quelques années maintenant. La première, elle date de 2008 avec un diagnostic électrique obligatoire à la vente. Plus tard, en 2016, avec un diagnostic électrique obligatoire à la location. Donc là, vous avez une obligation pour le vendeur de faire un diagnostic de son habitat qu'il va vendre, et pareil aussi pour le propriétaire vis-à-vis du locataire. Pour autant, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation de faire les travaux quand il y a des difficultés, des incidents, des anomalies. Et je pense que à l'avenir, il faudra regarder de plus près cette législation. Mais c'est déjà un bon début, puisque de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même considérablement réduit les accidents. Et puis, une installation électrique qui est, je dirais, en sécurité, vous permet aussi de rendre les usages, et on l'a vu depuis quelque temps maintenant, malheureusement, de façon contrainte. On a parlé de plus en plus de télétravail, on a vu les anomalies de son logement qu'on n'occupait pas, je dirais presque 24 heures sur 24 quand il s'est agi du premier confinement. Et donc, on a pu voir les améliorations nécessaires, aussi bien en performance énergétique, en confort thermique, mais également de tous les usages qui nous permettent de vivre au quotidien, et notamment, je dirais, vivre avec un haut débit. Je ne vais pas anticiper sur la présentation d'Anne-Sophie, mais donc voilà, cette nécessité d'avoir une sécurité électrique de son logement pour pouvoir
pour pouvoir faire des économies d'énergie, pour pouvoir aussi adapter son logement. Et je le répète, comme je disais dans mon introduction, la sécurité électrique est le socle, est la base fondamentale de toute innovation et des nouveaux usages qui vont être aussi l'autoconsommation, qui vont être aussi, bien évidemment, les bornes de recharge électrique. Vous voyez, on va avoir un logement qui va devenir de plus en plus connecté, de plus en plus, je dirais, qui va demander de plus en plus de potentialité, de puissance aussi, mais ça c'est un autre aspect, mais qui va demander surtout une installation électrique en sécurité. Je cède la parole maintenant à Anne-Sophie Périssin-Faber, déléguée générale d'Ignes. Allez-y, c'est à vous. Oui, alors je dirais que l'électricité, ça fait partie de nos essentiels. Rappelons-nous que ça n'a pas toujours été le cas. Effectivement, l'eau, l'électricité sont apparues dans les logements finalement il y a moins d'un siècle. Et qu'aujourd'hui, à l'aune du 21e siècle, c'est un nouveau bien essentiel, nous on aime à dire, côté Ignes, qui nous arrive dans nos logements, qui est effectivement Internet. Alors, la crise qu'on vit actuellement nous le rappelle encore plus cruellement. On voit à quel point c'est devenu indispensable et le format de cette réunion aujourd'hui en témoigne. Internet est devenu vraiment un élément essentiel de nos logements. Puis avec la tertiarisation des logements, on le voit, que ça soit pour télétravailler, pour téléenseigner, pour la télémédecine ou encore pour notre vie familiale et nos enfants qui aiment bien jouer en réseau avec finalement aussi une réinvention du lien social de façon différente. Et un point, tu avances un peu vite, Aude, je suis toujours à la slide numéro 1, sur la partie effectivement des enjeux sociétaux et du lien numérique qui peut être réinventé pour nos aînés. C'est aussi important. On sait que voir sa maman, voir son papa par Internet et pas juste les entendre, c'est aussi un lien social qu'on réinvente. Et tout ça, c'est possible par un nouveau finalement flux essentiel qui arrive dans votre logement, qui est ce flux numérique, ce flux Internet. Alors, si on continue, effectivement, ce flux Internet, alors aujourd'hui, ça passe par ce fameux plan très haut débit. On est en train de vous apporter dans les logements, effectivement, une très forte connexion Internet pour pouvoir répondre à ces nouveaux usages, puisqu'il faut prendre conscience que ces nouveaux usages, ils sont beaucoup plus consommateurs. En fait, ils ont besoin d'un débit plus important que simplement ce qu'on a pu faire il y a encore moins de 10 ans, qui était simplement de consulter ses mails sur informatique. Une conférence comme aujourd'hui, son image à plusieurs, voire beaucoup de personnes, ça demande effectivement un support technique d'une extrême bonne qualité. Donc, on a cet effort de déploiement du très haut débit qui a été fait en France et qui est encore en cours. Raccorder tous les territoires, tous les logements français reste encore un challenge. Mais on a aussi un autre challenge qui est celui de bien réussir ce dernier maillon du raccordement effectivement à l'abonné dans ce déploiement du très haut débit. Alors, on a 3 enjeux dans ce raccordement final à l'abonné. L'enjeu de performance, si on raccorde mal, si votre raccordement finalement un peu à l'image de votre tuyau d'arrosage, si vous savez bien que si vous le coudez, il y a plus de jus qui sort. Vous savez bien aussi que si il y a quelqu'un qui appuie dessus, là aussi votre débit sera moindre. Donc c'est tout ce geste et cette assurance de la qualité finalement et du cheminement, du bon cheminement aussi de cette fibre qu'il faut assurer jusqu'au logement. Donc on a un vrai enjeu de performance dans l'installation de ce sujet. On a un vrai enjeu de pérennité aussi. On le sait, une tempête rend fragile nos réseaux de télécommunications, nos réseaux également énergétiques. Donc, c'est important aussi de s'assurer qu'on va protéger correctement cette installation pour qu'elle soit pérenne. Et puis enfin, c'est un petit peu les quelques images qu'on vous a mis à l'écran. C'est aussi un enjeu esthétique. On voit trop souvent encore des percements qui peuvent être mal faits et qui viennent dégrader la qualité esthétique. On a des enjeux plus majeurs et je pense que effectivement on travaille tous beaucoup. Il y a eu certainement des conférences sur ce point, sur notre question de performance énergétique et donc d'étanchéité à l'air. Enfin, si derrière on vient tout casser par un mauvais percement, une mauvaise installation, là aussi, on ne gagne pas. Donc, c'est un point crucial qui est aujourd'hui encore à améliorer, puisqu'on a à peu près entre
un quart, un tiers aujourd'hui des raccordements finaux clients qui posent problème, qui ne sont pas à la qualité suffisante. Et donc, l'ARCEP s'est saisi du sujet. On a bon espoir qu'il y ait quelques mesures supplémentaires qui viennent nous accompagner dans la qualité nécessaire sur dernier raccordement. Alors, au-delà de ce raccordement, il nous reste encore un point derrière, parce qu'une fois que vous avez pris votre abonnement et que vous êtes raccordé, malheureusement, vous n'êtes pas encore forcément avec un très haut débit. Si on avance. Et c'est tout l'enjeu, en fait, des réseaux de communication. Notamment, vous le savez aujourd'hui, si on prend un parallèle avec l'électricité que j'ai pris tout à l'heure, c'est pas parce que vous êtes raccordé à l'électricité que vous avez de l'électricité dans toutes vos pièces. Aujourd'hui, effectivement, quand on a commencé notre usage de l'électricité, on était tout heureux d'avoir une pièce qui s'éclaire, enfin une ampoule dans une pièce qui éclairait, la pièce principale du logement. On voit bien aujourd'hui avec la multiplicité de tout ce qui est électrique dans notre maison, qu'on a un vrai réseau intérieur, un réseau électrique au sein de notre maison, et c'est grâce à ça qu'on en bénéficie. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement aussi d'aller mettre en place un réseau de communication à l'intérieur de votre logement pour distribuer en fait cette donnée et cet accès à la donnée pour que vous puissiez justement vivre cette nouvelle vie numérique dans laquelle on a tous été baignés de gré ou de force par le contexte actuel. Alors, ce réseau de communication, c'est encore quelque chose qui n'est pas très développé. On le symbolise visuellement souvent avec cette prise RJ45 et qui est cette prise informatique qu'on connaît bien dans le réseau, je dirais informatique tertiaire, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le logement et qu'il nous faut déployer. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin encore sur ce sujet du réseau multimédia, on se rend compte qu'effectivement, c'est un vrai sujet, un vrai besoin pour les participants et pour les usagers de façon générale. On a fait une enquête côté Ignace et on se rend compte que on a quand même plus de 28% des Français qui sont souvent confrontés à des problèmes de connexion chez eux. Donc, c'est quand même une partie non négligeable. Et dans ces 28% des Français, on a, qu'ils soient en ADSL ou en très haut débit, globalement, on trouve les mêmes chiffres. Donc, on voit bien que finalement, l'arrivée de votre débit ne répond pas à tous vos enjeux en fait dans votre logement. Et on a des chiffres qui sont encore bien plus significatifs, puisque là, est souvent confronté, mais globalement, on a tous été confrontés à 82% là dans notre enquête, à des connexions coupées, à des connexions lentes ou des mauvaises images sur notre télé ou un son dégradé. Donc, on voit bien que on a là un problème qui est finalement que émergent, puisque nos usages ne font que commencer et qu'il va falloir le traiter. Si on continue, on voit aussi que ça, c'était la photo population. À l'intérieur de cette population, on a des sous-populations qui sont particulièrement touchées par cette qualité Internet. Ça va être effectivement les personnes qui sont en emploi en études, qui, pour 45%, ils déclarent qu'aujourd'hui, leur connexion Internet, c'est un problème, c'est une gêne pour étudier ou travailler. Et je le redis, même avec un abonnement très haut débit. Donc, on a là vraiment une prise de conscience à faire sur cet enjeu d'équiper les logements de réseaux de communication. Et ce qui était intéressant aussi dans cette étude, c'est de voir que finalement, plus on était jeune, plus on était insatisfait par rapport à la connexion Internet. Alors, ça vient aussi du fait que plus on est jeune, plus certainement on vit dans cette société numérique et qu'on en a un usage qui est encore plus poussé que nos aînés. Donc, c'était vraiment eux qui étaient le moins satisfaits. Et puis, un autre élément, c'est les familles dans ce problème-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté chez vous, mais finalement, quand on est tout seul à télétravailler dans la journée, tout se passe bien. Puis les enfants rentrent à la maison et là, au miracle, c'est bizarre, votre connexion Team qui se passait bien jusqu'à présent, elle se dégrade. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on est en Wi-Fi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient se plugger, en fait, on divise au mieux votre connexion Internet et donc du coup, vous n'avez plus un suffisant. Donc ça, c'est aussi un enjeu pour nous aujourd'hui, qu'on a de pouvoir mixer ces usages filaires et non filaires pour qu'on puisse effectivement s'assurer d'une connexion adaptée et un débit suffisant en fait pour les usages qu'on peut en faire. Alors,
En mot de la fin, vous avez vu qu'on a un certain nombre une prise de conscience. En tout cas, nous, on pense qu'il faut faire sur cet enjeu de se dire qu'on doit se doter de réseaux de communication à l'intérieur de ces logements, comme on l'a fait finalement sur les réseaux électriques. Ça doit devenir un must-have et on pense même que d'ici peu, ça deviendra peut-être un critère de décence des logements, plus vite qu'on ne le pense, comme l'est aujourd'hui l'électricité. Et que c'est surtout pas une fatalité parce qu'aujourd'hui les solutions pour répondre à ces problèmes elles existent. On a la chance d'ailleurs que ce soit un problème qui a été anticipé puisque dans les logements neufs, le réseau de communication aujourd'hui est obligatoire. Mais il est clair que par contre, on a tout notre parc existant à traiter et que pour le coup, il n'y a encore aucune mesure qui vise à ne serait-ce qu'inciter les Français à se doter de ce réseau de communication ou en tout cas, ou les bailleurs à aussi aider à ce que chacun, tout à chacun, qu'on soit dans les logements neufs ou dans un logement existant, on puisse avoir accès à cette vie numérique et à cette société numérique qui fait partie aujourd'hui de notre quotidien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Merci, merci Madame Périssat-Faber. Donc, je rappelle, vous êtes déléguée générale d'Ignes. Et donc, maintenant, c'est à Monsieur Baudry, Éric Baudry, directeur marketing et développement chez le groupe Muller. Absolument. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Pauline de nous accueillir pour ce moment d'échange. Le groupe Muller n'a pas vocation à être connu. Quelques marques un peu plus visibles avec une notoriété pour certaines. Trois environnements principaux que sont le chauffage électrique avec les marques RLEC, Applimo, Noireau, Campa, ER pour les solutions de pompe à chaleur et d'une manière générale les solutions thermodynamiques, et puis France Énergie qui intervient plus sur le marché de la thermodynamique mais avec une activité plus tertiaire. Je voudrais, sans être redondant avec les commentaires de Florence Delettre pour Promotelec et d'Anne-Sophie pour Inès, je voudrais vous parler très rapidement de confort thermique, de connectivité et aussi de carbone. Alors, il avait été prévu de pouvoir améliorer ou accompagner ma présentation avec quelques supports vidéo. Ces vidéos seront intégrées à la version finale qui sera rendue disponible par votre intermédiaire. Nous considérons que nous traversons, au-delà de la crise pandémique, malheureuse crise pandémique qui fait bien du tort à notre économie et à nos activités, que nous traversons une grande période de bouleversement. Je ne vais pas vous raconter d'histoire d'ours sur la banquise, mais on assiste, quoi qu'il en soit, à une période de réchauffement climatique majeur, et ce n'est pas la semaine dernière avec les quelques chutes de température qui vont nous indiquer le contraire. En parallèle de cela, ça nous amène, en tant que fabricant, à raisonner autour de l'Internet des objets. Et quand on parle d'Internet des objets, on parle d'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'ensemble de ces produits, de ces solutions ou de ces nouvelles technologies qui nous permettent de nous accompagner et de nous assister au quotidien, avec pour objectif de nous faciliter la vie et de nous la rendre peut-être pas forcément plus jolie, mais en tous les cas beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. On s'est amusé à la regarder lorsque l'on parle d'objets connectés en 2 slides, de quoi est-ce que l'on parle et ce que cela comporte. Le premier point concerne la croissance, et c'est toujours un élément surprenant quand on regarde sur une période somme toute assez courte, sur la période 2013-2020, le marché mondial des objets connectés était à 64 milliards d'euros. Il est passé à plus de 950 dans le courant de l'année 2020. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'absolument aucun économiste ni aucun spécialiste des nouvelles technologies n'avait pointé ou n'avait pu estimer une envolée aussi importante. On a regardé à côté de ça, quand on parle d'accompagnement et de facilité de la vie pour chacun d'entre nous, c'est l'évolution des enceintes connectées. C'est un produit intelligent nomade dans certains cas, qui a la possibilité de se promener à l'intérieur du logement et de nous accompagner non pas dans nos prises de décision, ce serait malheureux, mais de nous accompagner dans le pilotage et dans la gestion de nos équipements, de nos appareils de cuisson, de nos appareils de chauffage, de notre environnement sonore, de la fermeture de nos logements, de la fermeture de nos volets. Et
Aude est allée un peu plus vite, était allée un peu plus vite que moi. Mais on se rend compte que ces enceintes connectées qui, encore ne serait-ce que 4 ans, beaucoup de difficultés à pénétrer le marché, et tout particulièrement le marché français, connaissent une envolée relativement importante et significative. Et c'est un lien indispensable avec ce que Anne-Sophie vient de nous présenter précédemment sur les réseaux haut débit, parce que l'on peut avoir les plus formidables des produits ou des solutions dans nos logements. Si on n'a pas de haut débit, ça restera un formidable appareil muet. Si on va à la slide suivante, on est allé regarder quel était l'intérêt du consommateur. Parce que développer des technologies, développer de la connectivité, développer des objets connectés et intelligents, si tant est qu'ils soient plus intelligents que nous, ils embarquent au moins un certain nombre de fonctions, s'appuient sur de la gestion algorithmique et embarquent des capteurs et des sensors qui ont la capacité, un peu comme dans son véhicule, quand on monte dans sa voiture le matin, on a tout un tas d'informations qui s'affichent sur l'état de la température intérieure, extérieure, le niveau d'huile, le niveau d'essence, l'environnement, est-ce qu'il y a des dangers, est-ce que j'ai des dangers quand je quitte mon stationnement. On a besoin, et c'est assez récent, on voit apparaître tout un tas de solutions dites connectées qui ont encore une fois vocation à nous faciliter la vie. Ce que l'on constate, c'est que les consommateurs jugent effectivement que la maison connectée a un intérêt, au sens où ça n'est pas un gadget. Lorsque l'on parle de la connectivité, pour nos accessoires de nos vies sportives ou culturelles, on a tous une paire dans nos affaires, une paire de running qui nous permettent d'aller faire de la course à pied et de mesurer nos pas, mesurer nos performances, nos parcours et nous géolocaliser si tant est qu'on se perde. Mais quand on regarde les solutions connectées qui prennent place dans nos logements, on se rend compte qu'on est sur une dimension tout autre et on est véritablement à la recherche de solutions qui nous apportent quelque chose, qui ne sont pas là uniquement pour nous distraire, mais qui sont bel et bien là pour nous accompagner. Donc on a regardé quelles étaient les priorités. Le premier, c'est assez paradoxal, c'est celui de la santé. Il existe un certain nombre d'applications, d'outils, de moyens pour des personnes qui rencontrent des problèmes de tension, des problèmes de difficultés, qui ont des difficultés cardiaques, mais également pour l'accompagnement du sommeil. D'une manière générale, on parle de la santé et du bien-être de la personne. À côté de ça, apparaît un second point qui est la sécurité, mais ça n'est pas une grande nouveauté. Ça n'est pas tout du moins la dernière des nouveautés, dans la mesure où beaucoup de logements, beaucoup de bâtiments d'ailleurs, y compris nos bâtiments industriels ou nos bâtiments de bureaux, sont équipés d'un certain nombre de systèmes de sécurité qui ne fonctionnent, encore une fois, que si et seulement si ils ont d'une part un réseau électrique de qualité et d'autre part, pour les solutions qu'ils utilisent, des réseaux au débit dignes de ce nom. Et puis enfin, c'est l'énergie. L'énergie devient, depuis ces 3 ou 4 dernières années, une véritable préoccupation. C'est une véritable préoccupation pour nous qui sommes dans le domaine de l'industrie et de l'énergie, mais c'est une véritable préoccupation maintenant par le consommateur. Alors on parle de solutions qui permettent de piloter, de contrôler ces équipements, que ce soit ces équipements d'éclairage, que ce soit ces équipements de chauffage, de production de chauffage, de production d'eau chaude, pardon, mais en même temps qui permettent aussi de mesurer pour certains la qualité de l'air, le bon débit d'air, le bon niveau d'ouverture ou de fermeture de nos occultants, donc de nos volets. Et donc l'énergie devient une véritable préoccupation, et qui plus est, le nombre d'équipements que l'on a dans un logement ne cesse quant à lui d'augmenter. Si je peux avoir le slide suivant, Aude, s'il vous plaît. Voilà. Et nous avons la particularité en France d'évoluer dans un contexte réglementaire qui est extrêmement contraignant. Florent, je crois, tout à l'heure, parlait des évolutions de l'ARE, qui est la réglementation environnementale 2020, qui marque des ambitions fortes à la fois en matière de construction, mais également en termes d'accompagnement de réduction de l'empreinte carbone des constructions à venir, et également de la réduction drastique des consommations d'énergie. Et nous avons en France, je ne suis pas certain que ce soit connu de beaucoup, mais nous avons en France un cadre réglementaire qui est le plus contraignant en matière de construction, mais également le plus contraignant en matière non plus d'ambition, puisqu'aujourd'hui on ne parle plus d'ambition, mais on parle véritablement d'un encadrement réglementaire
avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec la réduction des consommations d'énergie, avec l'amélioration et le renforcement du mix énergétique, avec une évolution majeure des énergies renouvelables, avec la réduction, encore une fois, très importante de la consommation d'énergie d'une manière générale. On parle des bâtiments tertiaires, mais on parle également du transport et on parle aussi du logement. Et puis enfin, la diversification avec une ambition marquée, qui a encore été rappelée ce matin par la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, avec la nécessaire diversification de la production d'énergie, avec une réduction de la part du nucléaire. Je ne sais pas si le calendrier sera tenu, mais en tous les cas, cette ambition est plutôt très, très structurante. Enfin, si on peut avancer sur le slide suivant, vous l'aurez compris au travers de nos propos de manière collégiale ou de manière collective avec les présentations de Florence et d'Anne-Sophie, la maison devient intelligente, elle est censée devenir de plus en plus sécurisée, de mieux en mieux dotée en termes d'équipement et en termes de connectivité. Nos nouvelles technologies, toutes les nouvelles technologies auxquelles nous sommes confrontés et qui intègrent aujourd'hui nos logements, bousculent un peu la façon dont on interprète notre mode de vie, enfin nos modes de vie et la gestion de notre environnement et de nos logements. L'habitat intelligent ne doit pas être un gadget, mais a aussi vocation à rester d'une grande simplicité et le plus intuitif possible dans son usage, avec pour conséquence de réduire ou d'accompagner la réduction des émissions de carbone et aussi et surtout de pouvoir contrôler, enfin reprendre le contrôle sur les consommations de son logement. Donc l'électricité faiblement carbonée, ça fait aujourd'hui l'objet d'un cadre législatif qui est en cours de publication et qui va nous amener encore une fois à modifier aussi nos comportements. Avant d'arriver à faire le commentaire sur cette version post-confinement, j'ai prévu 2 petites vidéos qui vous seront fournies, qui sont des scènes de vie et qui présentent la manière dont on peut dorénavant entrer en relation avec ces solutions de chauffage. On peut à partir de maintenant parler à son radiateur électrique. Alors ça n'est pas un gros mot, mais par contre c'est une jolie invention, mais je vous laisserai la découvrir un peu plus tard. Cette période de confinement à laquelle on a tous été confrontés sur des périodes plus ou moins longues nous ont permis de constater un certain nombre de choses. D'une part, on a eu l'occasion les uns et les autres de faire le tour de nos logements, que ce soit une maison, un appartement, peu importe son mobil-home dans certains cas, et de constater qu'il y avait effectivement des travaux d'amélioration qui nous permettraient de vivre dans un cadre encore plus agréable. Mais ça nous a aussi permis de mettre en avant ces 4 grands points que sont la digitalisation, en synthèse, parce que comme ça a déjà été dit, sans digitalisation, que ce soit pour la gestion de nos vies privées ou de plus en plus avec le télétravail, la professionnalisation de nos logements, il est nécessaire d'avoir effectivement des équipements avec des débits suffisants et des puissances conséquentes. L'environnement, parce qu'on a eu une prise de conscience, on a tous eu à partir du mois d'avril la possibilité, il faisait beau en plus, on a eu la possibilité d'observer par la fenêtre le calme et d'apprécier le calme de nos campagnes et de nos villes pendant quelques temps. Ça n'a pas duré si longtemps, mais ça a permis d'une manière générale à la collectivité de prendre conscience qu'il était nécessaire de prendre soin aussi de son environnement. L'innovation technologique, parce que sans innovation technologique, nous ne serions pas d'ailleurs en train de nous parler de manière dématérialisée actuellement. Et puis l'économie, où on se rend compte qu'il est nécessaire d'apporter des améliorations à son logement et dans des conditions économiques raisonnables et accessibles. Et il existe un certain nombre de solutions aujourd'hui, ce qui nous permet d'avoir encore une fois un logement extrêmement confortable et puis de pouvoir travailler depuis la maison dans un cadre aussi agréable qu'on peut l'avoir dans certains cas sur nos lieux professionnels. Enfin, il doit rester 2 petits points très rapidement. Aude, je voudrais vous parler, quand on parle de logement, on parle de rénovation, on parle de logement chauffé à l'électrique, mais quand on parle de logement, je voudrais simplement partager avec vous la taille et la nature de l'enjeu. Florence parlait tout à l'heure de 37 millions de logements, c'est effectivement le cas en France, 37 millions de logements, dont 11 millions et demi, je pense qu'il y a une mise à jour à faire dans les chiffres,
Donc, un tiers des logements français sont chauffés à l'électricité aujourd'hui, c'est-à-dire avec des appareils de chauffage électrique et la production assurée par des chauffe-eau électriques dits à accumulation. Quand on parle de chauffage, c'est un peu plus mon domaine. Ce sont aujourd'hui 70 millions d'appareils installés sur le marché français en résidence principale. 75% ont plus de 20 ans. Ça veut dire que près de 60% de ces appareils appartiennent à une autre génération, à une ancienne génération. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'en 20 ans, on a eu l'occasion de changer la décoration de son logement au moins 2 fois, de changer de style vestimentaire au moins 6 fois sur la période, de changer de coupe de cheveux pour les personnes concernées 7 ou 8 fois en 20 ans, de changer ou pas de partenaire de vie, de changer son véhicule. Mais dans le même temps, les appareils de chauffage sont toujours restés au mur. Ils n'ont pas changé, on s'en est pas préoccupé, parce que globalement, ça fonctionne et ça rend le service à la fonction attendue, c'est-à-dire que ça permet d'avoir chaud. Donc on a sur ce point-là un véritable enjeu, avec des solutions aujourd'hui qui permettent de répondre d'une part aux enjeux de la décarbonation, et également aux enjeux de la réduction des consommations d'énergie. Et enfin, j'ai un dernier slide, et j'aurai terminé. On est toujours trahi par la technologie. Voilà. Quand on parle de rénovation, merci Aude. Quand on parle de rénovation, de quoi parle-t-on? Juste à titre d'exemple, en remplaçant des appareils de chauffage électrique que certains continuent, et je déteste ces personnes, que certains continuent d'appeler des grille-pains, qui n'ont d'ailleurs jamais grillé une tartine à ma connaissance. Quand on remplace les appareils de première génération par des appareils actuels, on a un gain sur le post-chauffage, qui est de l'ordre de 30%. Ce sont des données, ça s'est même un peu amélioré depuis. Ce sont des données que l'on a pu faire certifier à la fois en tant que fabricant, mais également côté GIFAM, que l'on a pu faire certifier par l'ADEME. Et puis à côté de ça, quand on remplace aujourd'hui un chauffe-eau électrique à accumulation par un chauffe-eau thermodynamique, la facture d'énergie liée à la production d'eau chaude, qui est dans un logement correctement isolé, le premier point de consommation d'énergie électrique. Donc le remplacement d'un chauffe-eau électrique à accumulation par un chauffe-eau thermodynamique permet de réduire sa consommation d'énergie jusqu'à 80%. C'est-à-dire qu'on divise quand même dans des proportions plutôt significatives. Je pense que je suis arrivé au bout et voilà les éléments que je souhaitais sur ce moment d'échange partager avec vous. Merci beaucoup, monsieur. Oui, en effet, on est un tout petit peu débordé par rapport à notre timing. Alors, je n'ai pas vu, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je n'ai pas vu de questions passer dans le chat, mais évidemment, vous pouvez contacter l'ensemble de nos orateurs et bien sûr prendre contact avec Promotelec également. N'hésitez pas dans le cadre avec la messagerie. Merci à tous d'avoir pris la parole aujourd'hui. Donc, je le rappelle, Madame Florence Delettre, vous êtes directrice générale de Promotelec, Anne-Sophie Périssin-Faber, vous êtes déléguée générale Ignes, et Éric Baudric, nous entendions à l'instant, vous êtes directeur marketing et développement du groupe Muller. Donc, sur ce confort thermique, sécurité électrique, très haut débit, les essentiels d'un logement revu à l'aune de nouveaux usages. Et donc, j'invite l'ensemble des personnes qui nous ont suivis. Merci à tous à vous rendre sur la page programme pour voir la suite de nos assises. Et encore merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.